Bonjour David, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Donc, je te Avec laisse plaisir. te présenter. Donc, je m'appelle David Van Den Bosch. Je travaille à Bruxelles ou dans la région de Bruxelles, en Belgique. Je suis psychologue. Je suis également responsable d'une clinique du stress à Bruxelles, donc que j'ai cofondée avec un psychiatre, dans lequel on travaille avec des psychologues, des thérapeutes et des psychiatres, et une coach aussi. Et je donne des formations dans le domaine, dans plusieurs domaines, principalement maintenant dans le domaine de l'acte, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et voilà, dans ce cadre-là, bah, c'est en Belgique et également en France, en Suisse, au Luxembourg, voilà, en essayant de transmettre cette perspective de l'acte de manière la plus expérientielle possible. C'est un peu ça qui préside à l'ensemble de ma pratique, que ce soit au niveau psycho ou au niveau formation. C'est d'être dans quelque chose d'assez expérientiel. Très bien. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'acte? Donc, l'acte est donc, bah, pour ne pas être trop théorique, c'est donc une approche qui va donc mettre en avant deux choses. Donc, dans acte, il y a acte, donc c'est acceptation et engagement. Donc, c'est acceptation and commitment therapy. Donc, c'est d'un côté, c'est accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est arrêter d'éviter toute une série de choses. Donc, c'est arrêter de lutter aussi contre les choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, on ne peut pas changer le fait de ressentir une émotion. L'émotion, elle va arriver sans qu'on puisse tout de suite faire quelque chose contre, ou alors on ne peut pas non plus faire changer ou empêcher une pensée d'arriver. Et donc, toute une série de notre quotidien va être axée là-dessus. C'est axé sur changer des pensées, changer des émotions, changer toute une série de choses sur lesquelles on n'a pas d'action. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, en acte, on va dans un premier temps prendre conscience de ça, de toutes ces choses qu'on est en train de mettre en place dans sa vie pour éviter, se rendre compte que ça ne marchera pas, pour pouvoir se consacrer à des choses qui sont basées sur les valeurs. Les valeurs, c'est quoi en acte? C'est pas des valeurs morales, c'est ce qui est important pour la personne. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie, autre que d'éviter d'être mal? Et donc, on détermine ses valeurs. Et donc, plutôt qu'alors d'amener la personne à tourner en rond sur quelque chose qui n'aboutit pas, on va l'amener à poser des actions qui seront alors à ce moment-là présidées par ce qui est vraiment important pour cette personne et faire en sorte que sa vie soit le plus construite possible de ce côté-là et passe moins de temps possible du côté lutte en travaillant sur plusieurs choses. Donc, c'était l'instant présent. L'instant présent, c'est de travailler sur la capacité à rester dans l'instant présent plutôt que d'aller dans le passé ou dans le futur. On va travailler sur la fameuse acceptation, qui est la capacité à accueillir des émotions, quelles qu'elles soient, euh, quand c'est utile. L'acceptation ne veut pas dire la résignation, c'est une action. C'est-à-dire qu'on accepte des choses qu'on ne peut pas changer. Si on peut changer la chose, on ne va pas l'accepter. Enfin, si on passe quelque part et que le plafond est trop bas et qu'on se cogne, continuer à se cogner, ça n'a aucun sens. C'est pas de l'acceptation. On peut appeler ça aussi de la bêtise, puisqu'il suffit de se baisser pour pas se cogner. Donc l'acceptation, ça a vraiment cette notion-là. Il y a la notion aussi de diffusion qui est assez intéressante. C'est pas la capacité à changer les pensées, c'est la capacité à changer son rapport avec les pensées. C'est-à-dire être capable de se dire que les pensées ne sont que des pensées. Lorsqu'on imagine que demain va mal se passer, c'est de se dire que ce n'est que le cerveau qui produit quelque chose, qui nous amène à réagir émotionnellement à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, c'est changer, travailler sur ce fait de ne plus se faire envahir ou par les pensées ou penser que les pensées sont de la réalité. Et la dernière chose, c'est pouvoir se définir soi-même de la manière la plus large possible. Donc, généralement, quand on est en prise avec un problème, on se définit de manière très restreinte. Je suis nul, je vaux rien, etc. En acte, on va essayer de faire en sorte que la personne puisse continuer à se considérer comme quelqu'un qui est en changement permanent. Donc, quelqu'un qui peut se percevoir comme nul, mais qui a aussi toute une série d'autres éléments dans sa vie. Et en travaillant sur ces quatre processus, on va pouvoir permettre à la personne de prendre de la distance par rapport à la lutte et de se désengager de cette lutte pour pouvoir se consacrer de l'autre côté plus et avoir plus de temps et d'énergie pour se consacrer aux valeurs et aux actions engagées. Voilà. Très bien. Donc, comment peut-on comprendre le stress à travers l'acte? Donc, ce qui est intéressant par rapport à l'acte, il y a plusieurs choses importantes pour comprendre le stress au travers de l'acte. C'est d'un côté, c'est de pouvoir se dire que donc les personnes qui sont en état de stress, généralement, ont essayé toute une série de stratégies qui n'ont pas abouti. Alors, je vais expliquer ce à quoi ça correspond. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en état de stress? C'est que notre organisme est plongé dans un environnement dans lequel on fait toute une série de tentatives pour résoudre des problèmes. Donc, on va parler plutôt du stress professionnel. On est dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'un travail. On a des choses à résoudre. Et
on met des choses en place pour résoudre ces choses, répondre aux mails, répondre aux demandes, répondre aux objectifs qui nous sont fixés, répondre aux évaluations qu'on doit faire. Et à ce moment-là, le corps se met en action. Donc, le corps se mobilise pour nous donner l'énergie pour arriver à répondre à cela. À partir du moment où, effectivement, c'est fait de manière prolongée, le cerveau au niveau, et que malgré toutes nos tentatives, les choses ne se résolvent pas, c'est-à-dire que les mails continuent d'arriver, que les évaluations continuent de venir, que les objectifs sont de plus en plus impératifs et de plus en plus difficiles à atteindre. À un moment donné, le cerveau va considérer qu'on n'a plus les ressources pour faire face à ce qui se passe, et donc il va nous donner des ressources supplémentaires. Donc il va augmenter notre niveau général de vigilance, il considère qu'on est en danger, donc il augmente notre niveau général de vigilance pour nous donner une réactivité plus forte. Et c'est comme ça que les personnes peuvent à ce moment-là, effectivement, réagir de manière plus importante. Alors le problème, c'est que si ça se fait sur quelques jours, s'il n'y a pas de problème, mais si ça se prolonge dans le temps et que le cerveau augmente de plus en plus notre réactivité, on va avoir à un moment donné une perturbation au niveau du sommeil, on va avoir une perturbation au niveau de plein de choses, de la concentration, on va avoir aussi une réactivité beaucoup plus grande, on va être beaucoup plus agressif, beaucoup plus impatient. Et donc, ça, c'est tous les symptômes de stress qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'à ce moment-là, le cerveau va se mettre, et c'est là qu'intervient aussi l'acte, le cerveau va vouloir se mettre à résoudre des choses et donc, il va commencer à transporter le travail en dehors du travail, donc avec toutes ces séries d'anticipation, de rumination de situation de travail. Donc, le soir, on en reparle, on y repense dans sa tête, parce que le cerveau considère qu'il y a un truc qui n'a pas été résolu. Et comme il n'a pas été résolu, le cerveau va y repenser parce qu'il trouve que c'est pas cohérent. C'est un peu comme si c'était des mini-traumatismes dans le quotidien. Et donc, il va anticiper la journée d'après et il va ruminer la journée d'hier ou d'avant-hier. Et ce qui fait que là, on se retrouve justement dans les processus de fusion. C'est-à-dire qu'on est constamment fusionné avec toute une série de pensées liées au travail, avec toute une série de critiques qu'on va faire, toute une série de jugements qu'on va avoir à son égard aussi, par rapport au fait qu'on n'arrive pas à faire face, donc on n'est pas suffisamment bon. Donc là, on arrive dans ce qu'on parlait tout à l'heure, le soi comme contenu, c'est-à-dire qu'on est très restrictif dans les jugements qu'on va avoir. On va aussi avoir quelque chose de l'ordre des émotions qu'on ne va pas accepter, puisque il faut savoir que l'état de stress, c'est un état de désordre émotionnel. C'est-à-dire que comme notre état d'activation est très fort, on ressent les choses, mais beaucoup plus fort de manière générale. Donc, on risque de basculer beaucoup plus rapidement dans des pleurs, dans de la colère. Et donc, à ce niveau-là, on aura beaucoup plus de mal à accueillir et donc à accepter ce qui est présent. Et on va lutter contre tout ça. On va lutter pour ne pas pleurer, on va lutter pour ne pas s'énerver. Et on va aussi anticiper en permanence. Donc, ça, c'est l'instant présent. Au contraire de l'instant présent, on va être tout le temps dans l'anticipation, dans la rumination. Et donc, on voit comme ces 4 processus dont on parlait tout à l'heure sont présents et activés lorsqu'on est en processus de stress, plus toutes les conséquences que ça a au niveau physique. Et ça amène à un moment donné à la personne, le cerveau, à considérer que la personne est tellement en danger que la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir une réaction émotionnelle intense, ce qu'on appelle le breakdown. C'est le moment où le cerveau dit maintenant c'est trop, c'est trop, et il l'amène à une réaction émotionnelle qui fait qu'on ne peut plus rester en contact avec l'entreprise parce que pour le cerveau, si vous restez, vous allez mourir. Et donc, il vous met dans un tel état émotionnel qui fait que vous allez rester chez vous, vous allez être à ce moment-là sous tension et la simple évocation de votre entreprise va amener à de l'anxiété, de l'angoisse, ce qui va paraître très bizarre et on va donc lutter contre parce que c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui est rationnel de se dire je suis angoissé rien qu'à l'évocation de mon entreprise alors que j'ai consacré 10 ans, 20 ans, 5 ans à mon entreprise. Et donc là, on retrouve tous les processus à ce moment-là lors de fusion, de non-acceptation, d'anticipation, qu'est-ce qui va se passer après. On rumine aussi tout ce qui s'est passé avant. Et au final aussi, on est très fort, critique vis-à-vis de soi, culpabilité très forte aussi. Et donc, on va travailler dans ça, on verra par la suite. Et c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler quand on reçoit la personne dans une situation de stress. C'est amener à un apaisement et à travers ces 4 processus. Très bien. Donc, sur ces bases-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour gérer son stress? Donc, ben voilà, justement. Et c'était la première étape. Donc, on a développé dans la clinique du stress une ligne d'intervention. Donc, la première étape pour la personne, c'est de comprendre ce qu'est le stress. Enfin, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver dans cet état-là? Lui dire que c'est normal d'arriver dans cet état-là, que son corps a tellement été mis sous pression. C'est ce qu'on a expliqué juste avant, qu'à un moment donné, il est normal qu'il soit en état de surréactivité. On explique donc tout ce qui lui arrive de cette manière-là. Ensuite, ça va être l'apaisement. Donc, l'apaisement, ça va être de travailler justement sur le fait de s'apaiser émotionnellement et cognitivement, puisque la personne, elle est vraiment dans un état d'agitation physique, cognitive et émotionnelle. On va amener d'abord
à travailler dans un premier temps beaucoup sur la diffusion, ou en tout cas sur des processus par un outil que j'appelle les filtres. C'est la capacité, donc la personne va observer dans son quotidien les pensées qui sont présentes, souvent de la culpabilité dans un premier temps, et elle va les noter au moment même et les faire passer dans un filtre. C'est-à-dire, est-ce que ces pensées sont plutôt liées à l'avenir? Est-ce que ces pensées sont plutôt liées au passé? Est-ce que c'est plutôt de la culpabilité? Est-ce que c'est plutôt du jugement? Et donc, apprendre petit à petit à classer les informations. Et la dernière question étant, est-ce que ces pensées sont utiles? Est-ce qu'elles vous permettent d'avancer? Et donc là, on retrouve la côté fonctionnel de l'acte. C'est, OK, j'ai ces pensées-là. Je peux me dire que je m'en veux parce que j'ai dû quitter mon travail, etc. Mais est-ce que dans le contexte actuel où vous essayez de récupérer de ça, est-ce que ça vous est utile? Et donc petit à petit, ça amène la personne, alors je dis que c'est des filtres parce que ça ne détruit pas les pensées, ça ne les empêche pas d'arriver, mais petit à petit, ça amène à ce que les pensées deviennent de moins en moins intenses, moins en moins fréquentes, moins en moins présentes. Et donc ça va permettre aussi de dégager un peu le cerveau de tout ça et d'amener la personne à sortir de toutes ces réactions de culpabilité pour, à ce moment-là, généralement, pour se sentir apaisé. Généralement, s'ils ont été assez loin, quand on se sent apaisé, ils vont se sentir très fatigués physiquement. Ils vont ressentir la fatigue physique parce que le corps ne sera plus activé par toute cette énergie de stress. Donc là, la fatigue physique, donc il y aura la phase de récupération où on va amener la personne à être OK dans le fait d'investir des zones de récupération. Ça, c'est le truc, c'est pas des siestes, c'est des zones de récupération. Donc, c'est d'être l'activité est de récupérer. Et ensuite, quand on récupère physiquement, on peut de nouveau mettre en place des choses dans sa vie parce qu'on a à nouveau la capacité à y faire face et à les mettre en place. Et donc, ensuite, on va donc passer dans une phase plus active qui va être deux choses. Ça va être la capacité effectivement à remettre des actions dans ce quotidien en place pour pouvoir trouver un meilleur équilibre de vie. Donc, des actions au niveau de la famille, des actions au niveau du sport. Éventuellement, si la personne voyait moins ses amis, de revoir un peu plus ses amis. Tout dépend s'il y a une interruption de travail ou pas. Si elle a encore un lien avec le travail ou si elle est temporairement à la maison pour récupérer en récupération maladie. Et donc, ça va être important effectivement de pouvoir travailler là-dessus parce que le problème, c'est que dans le cadre du travail, à partir du moment où la personne, où le cerveau considère que dans le travail se situent vraiment des choses très problématiques, il a tendance à désinvestir tout le reste, c'est-à-dire désinvestir la famille, désinvestir les amis, etc. parce que pour lui, c'est pas vital. Et donc, si on est vraiment dans un processus de stress avancé, il y a toute une série de choses qu'on n'a plus investies. Donc, ce qui fait que la bulle ce travail est énorme. Donc, tous les impacts que ça va avoir vont être énormes aussi. Et toutes les autres bulles sont plus du tout présentes. Donc, il faut d'abord reconstruire les bulles aux alentours en réinvestissant toutes ces choses-là avant de réinvestir de manière la zone de travail, parce que ça va être indispensable pour l'équilibre. Sinon, la personne va très vite basculer. Et donc, on réinvestit ça. Et puis, une fois que ça s'est réinvesti, on peut aussi aller trouver un équilibre également dans le travail, qui va être généralement accompagné de travail sur mise de limites, etc. Très bien. Donc, un processus très complet. Et C'est un du coup, processus très complet, oui. est-ce que est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir avant justement d'avoir ce stress énorme? Alors, il y a des points de vigilance à avoir, oui, bah, effectivement, c'est tout. Alors, c'est très compliqué parce que les personnes qui sont en qui viennent en état de stress sont des personnes qui sont actives, qui sont efficaces, qui généralement disent c'est dingue que ça m'arrive. Je pensais jamais que ça allait m'arriver parce que je suis quelqu'un de fort, reconnu par son entourage comme étant capable de faire face à toute une série de stress importants d'ailleurs, et que je pensais vraiment que ça allait jamais leur arriver. Donc, à quoi il faut être attentif, ça va être effectivement à partir du moment où il va y avoir un impact sur, on va avoir l'impression d'être plus activé, c'est-à-dire d'être plus réactif, d'être plus rapidement impatient, euh, d'être également plus réactif au niveau émotionnel, d'être plus anxieux pour certains, ou alors de pleurer, d'avoir des actions où on a l'impression qu'on pleure plus facilement ou qu'on passe plus facilement dans des phases de pleurs. Ce qui va être important aussi, c'est de voir un peu comment est-ce que on ramène du travail à la maison, donc concrètement, et ou dans sa tête. Donc, est-ce que quand on n'est plus au travail, est-ce qu'on continue encore à penser au travail ou à travailler? Il y a aussi cette phase, le sommeil. Donc, on va retrouver soit des difficultés d'endormissement. Le plus fréquent, c'est des réveils précoces, donc vers 2-3 heures du matin. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On passe en sommeil profond, normalement plus ou moins vers ces heures-là.
le sommeil profond, c'est une phase d'apaisement général du corps. Or, si on est en phase de stress, pour le cerveau, on n'est pas en possibilité d'être en relâchement total puisqu'on est en danger. Et donc, automatiquement, quand le niveau descend trop bas, il y a une réactivation. Et donc, on se réveille en plein milieu de la nuit, on se met à penser parce que le cerveau, il est prêt à faire face à toute une série de choses et donc il nous met en état. Et donc là, pendant 1 ou 2 heures ou parfois 30 minutes, on est en réactivation. Donc, si on a ça et qu'on a ça fréquemment et que ça perdure dans le temps, c'est quand même des éléments à tenir en compte. Il va y aussi avoir un impact au niveau de tout ce qui est distraction, concentration, des petites maladies aussi un peu plus fréquentes qui sont des maladies qui se prolongent plus que d'habitude, une immunité qui baisse, l'impression d'être plus fatigué que d'habitude, l'impression aussi, ce qui est important, c'est la prise de choses pour se relaxer, que ce soit de l'alcool, que ce soit des benzodiazépines ou d'autres choses, et aussi la consommation de caféine et ou drogue excitante. Donc tous ces éléments-là, si on est dedans, c'est pour se dire qu'effectivement, il y a des choses qui se passent, qui sont quand même en cours, qu'on désinvestit aussi, qu'on abandonne plus souvent des activités de sport, qu'on est moins présent à la maison, qu'il y a toute une série aussi de remarques de l'entourage. Généralement, c'est médecins généralistes, époux, épouses, ou personnes proches qui disent « Qu'est-ce qui se passe? T'es pas comme d'habitude. » Et ouais, non. Et alors à ce moment-là, il y a effectivement toute une… T'irais pas voir le médecin, t'irais pas faire quelque chose pour ça. Non, non, tout va bien, je gère. Très bien. Ben, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Avec plaisir.